Je vous cite une phrase qui a été dite au procès du révérend Paul Mukendi l'été dernier par un témoin devant la barre. Monsieur Mukendi, vous êtes persona non grata ici à Québec. Vous allez dépenser tout votre argent en frais d'avocat. Et au juge de demander qui vous a dit ça. Et le témoin de lancer le nom et le département où travaille la personne qui a dit ça. Les filles, j'espère que vous allez bien. Je sais que ça fait quelques temps, j'ai pas fait de tuto. Je m'en excuse. Fait que c'est mon grand challenge, ok? D'être vraiment plus constante, plus régulière dans mes tutos, fait que j'essaierai. Aujourd'hui, je vais vraiment sortir du cadre habituel que je fais d'habitude, parce que moi c'est plus, vous voyez, vous m'avez suivi tout au long, là, moi c'est dans l'amour depuis tout ça. J'ai jamais travaillé, moi j'ai jamais fait une affaire sur le judiciaire, j'ai jamais fait une affaire genre publique sur une personnalité, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi je fais ce que j'aime, je fais mon taf, ok? La vie des autres, ça ne m'intéresse pas. À chacun ses goûts, ses envies. Aujourd'hui, si je parle de l'affaire du révérend Paul Mukendi, parce que c'est une affaire où je me suis retrouvée également là-dedans. Fait que c'est la raison pour laquelle j'en parle, parce que je suis concernée. Quelque part aussi, je suis concernée. C'est la raison pour laquelle j'en parle. Mais avant de commencer, je voudrais tout simplement préciser que je ne parle pas au nom du révérend Paul Mukendi, je ne parle pas au nom de l'église Parole de Vie, absolument pas. Je parle de mon propre chef. Ici, je vais dire comment moi j'ai vécu les événements de l'intérieur. Je vais dire ce que j'ai subi également comme, comment je peux dire ça, bref, comment je suis passée au travers de tout ça. Fait que j'ai rencontré des personnes pour pouvoir vraiment avoir, si on peut dire, la vérité, puisque moi également, je voulais connaître ce qui s'est passé. J'ai assisté à tout le procès, j'étais là tous les jours, j'ai assisté à tous les appels, fait que c'est ça. Mais j'ai constaté que, malheureusement, dans les journaux, on ne voyait pas grand-chose. Fait que je me suis dit, il va falloir que je dise comment moi, j'ai vécu les choses, ok? Là, je commence tout de suite. La phrase que vous avez entendue en début, je vais la développer quand je vais vraiment rentrer dans le criminel. Il faut savoir une chose, parce que les gens ont raconté beaucoup d'affaires, mais vraiment, quand vous regardez dans le fond, il y a très peu de choses qui ont été dites. Je vais essayer de disséquer les choses. Puis, je vais faire je pense que je vais faire une trilogie pour également expliquer où se situe vraiment, c'est-à-dire les différentes instances où ça se situe. Là, nous sommes à 3 niveaux, ok? Nous sommes, parce que ça a été vraiment, c'est à 3 niveaux cette affaire. Il y a l'affaire avec, bien sûr, les familles beaucoup plus impliquées là, avec les enfants, si on peut dire grosso modo, la DPJ. Puis également, il y a une affaire au criminel, c'est qui a fait beaucoup les choux gras avec une plaignante. Puis également, il y a également une affaire qui a également beaucoup fait jaser le pénal, c'est-à-dire avec Revenu Québec. Aujourd'hui, je vais juste prendre la première partie, c'est-à-dire parce que la première partie avec les familles, c'est vraiment où tout a commencé, tout a basculé. Là, j'ai vraiment rencontré les familles. Vraiment, j'ai passé des téléphones, j'ai rencontré du monde, j'ai posé des questions, j'ai voulu vraiment savoir vraiment les enjeux de tout ça. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Bon, tout a commencé le 2 octobre 2017, ok? Quand ils ont arrêté le révérend. Là, ce même 2 octobre, beaucoup de familles ont été touchées. Ça s'est fait simultanément. Fait que là, on rentre dans le cadre de la DPJ. Fait que dans ce cadre-là, c'est un cadre, il faut être vraiment prudent. Parce que ce sont des mineurs, ce sont des enfants. Je ne donnerai aucun nom. Je ne donnerai aucun nom de famille, aucun nom d'enfant, aucune école. Je ne le ferai pas pour protéger les enfants puis tout ça. Je parlerai plus de l'impact que cela a eu. Je parlerai plus des abus qui ont été faits. C'est plus ça. Puis pour ceux qui ne sont pas familiers, parce que quand vous entendez peut-être DPJ, vous ne savez pas trop c'est quoi. En fait, c'est
on les retrouve plus, c'est dans les procédures des enfants pour la protection de l'enfance, pour leur sécurité. Bon, on est décrit comme la direction de la protection de la jeunesse. Bon, fait qu'ils doivent assurer la protection des enfants et des adolescents si leur sécurité ou leur développement est compromis. Bon, c'est ça. Fait que dans ce cas-là, ils ont intervenu. La même journée que le révérend, il a été arrêté, la même journée, ils sont entrés quasiment à la même minute, ok? Pam, 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 ils sont entrés dans les maisons. Les enfants ont été pris, bien entendu. Et ce processus s'est fait en 3 vagues. Il y a des familles qui ont été avec la première vague, ok? Puis il y a des familles, il y a eu une deuxième vague, puis il y a eu une troisième vague. Mais ça s'est étalé sur plusieurs semaines. C'est pas mal ça. Certains ont été placés, mais certains ont été placés pour plusieurs jours. Certains, ça me durait plusieurs mois. Bref, mais actuellement, où je vous parle, les enfants, tous sont dans leur famille. Mais je vais m'attarder vraiment sur ce qui a été fait parce que tous ceux que j'ai rencontrés étaient vraiment tous, malgré le fait que on a l'impression que c'est très loin là, tous étaient vraiment toujours choqués par ce qui s'est passé. Parce que quand il y a certains agents qui sont arrivés à la maison, vraiment, les maisons ont été fouillées, les sous-sols, les armoires, les cuisines, tout a été fouillé. Fait que également, il y a certains qu'on accusait d'avoir fait des mariages par arrangement, des couples qui sont mariés depuis des années, qui ont des enfants, mais on les accuse d'avoir fait des mariages genre, par arrangement. Bien sûr, tout a été contrôlé, la vie, leur vie vraiment à tous les niveaux. On les accusait également de faire jeûner les enfants, de ne pas les donner à manger. On les accuse également de faire des pratiques bizarres sur les enfants. Bien sûr, les parents étaient vraiment étonnés de tout ça parce qu'ils ne comprenaient pas vraiment d'où cela venait. On leur disait, il y a certains qui m'ont dit expressément, ça c'est vraiment plusieurs personnes qui me l'ont rapporté. Ils vous disaient, mais pourquoi vous allez prier là-bas? Il y a plusieurs autres églises dans la ville. Ils voulaient genre avoir également comme des aveux par menace, ce qui est vraiment très grave. Parce que je pense que, en tout cas, je ne veux pas trop rentrer là-dedans. Parce que moi, je trouve que c'est grave. Parce que moi, je donne mon point de vue. Avoir des aveux par menace, c'est grave. Okay? Vous menacez certaines familles, comme elle a rapporté, comme de quoi, si vous ne quittez pas, si vous voulez qu'on abandonne les poursuites, eh bien, il faut quitter l'église. Okay? Pourquoi vous donnez votre dîme? Les familles ont dû se justifier sur leurs croyances. C'est que je pense que, selon la charte des libertés, je pense que chacun a droit à avoir la religion qu'il veut. Je pense que ça, il y a plusieurs religions. Je pense que ça, on ne doit pas justifier. Mais les familles ont eu à le justifier. Ils ont eu à justifier leurs dépenses et à justifier pourquoi telle somme d'argent, pourquoi vous avez donné ça, pourquoi vous avez fait ça, pourquoi. C'est la raison pour laquelle dans les médias, vous avez entendu que le révérend fait comme des prélèvements à du monde. Ok? Il y a même des gens qui sont allés jusqu'à dire que il va dans les maisons avec des affaires là, je sais pas comment on appelle ça, je sais pas, des affaires qu'on peut passer les cartes comme on fait dans les boutiques. Ces machines là n'existaient même pas à l'époque à l'église. Mais il y a des gens qui ont rapporté qu'en 2014, 2015, le révérend le faisait. Pourtant, ça n'existait même pas encore à l'église, cette affaire-là. Fait que c'est pas mal ça. Je ne veux pas trop rentrer, vraiment, comme je vous dis, c'était vraiment des enfants. Mais une chose est certaine, dans ce processus, ça s'est fait en 2 étapes. Quand la première équipe, ok, de la protection de la jeunesse a intervenu, c'était vraiment ça. Une question de religion. Mais quand les familles parce qu'au début, les familles, tout le monde était surpris par ce qui s'est passé. Tout le monde était déstabilisé par ce qui s'est passé. Fait que les familles, au départ, elles ne savaient pas trop comment se défendre et tout. Mais au moment, quand elles ont pris conscience de ce qui se passe, elles se sont dit, waouh, ils ont tellement fait d'abus. Fait que quand la première équipe, elle est partie, c'est la première intervention là, elle est partie, il y a une autre équipe qui est venue se charger des différents dossiers. Ok? Fait que même la deuxième équipe,
quand ils ont constaté, quand on a expliqué tout ça, tout ce qui a été fait, eux-mêmes ils ont trouvé que ce n'était pas normal, ce qui avait été fait par la première équipe. Fait que, comme j'ai dit tantôt, les enfants sont dans la maison. Ça veut dire ce que ça veut dire, vous avez compris. Parce que le jugement, j'étais au tribunal, comme je vous l'ai dit. Je connais le jugement, je connais ce qui a été rendu, je connais ce qui a été lu. Fait que, mais je ne peux pas en parler. Mais si je vous dis que les enfants ont été rendus aux familles, parce qu'il faut savoir une chose. Quand vous entrez, entre guillemets, dans leur système, ok, le système de la DPJ, c'est difficile d'en sortir. Ils sont, à mon avis, un petit peu comme des sangsues, ok. C'est vraiment difficile d'en sortir. Fait que si les familles s'en sont sortis, ça veut tout dire. Je ne reviens pas vraiment là-dessus. Même, fait que ce volet-là, le premier volet, comme je vous l'ai dit, il est déjà clôturé. Mais en même temps, ce que les journaux ont raconté, je ne me suis pas reconnue dans ce qu'ils ont raconté. C'est une des raisons pour lesquelles je parle. Okay? Je ne me suis pas reconnue comme une femme bafouée. Je ne me suis pas reconnue comme une femme, entre guillemets, soumise de la façon qu'il parle. Je ne me suis pas reconnue comme une femme qui est dominée par quelqu'un. Okay? Comme quoi, le révérend, il est étiqueté comme un gourou. C'est-à-dire qu'il nous dit tout ce qu'il faut faire. On nous dit comment s'habiller. On nous interdit d'avoir du monde à l'extérieur, ça a l'air. Mais ça, c'est les journaux qui me l'ont appris, ok? Ils m'ont appris, si on peut dire, ils m'ont appris qui je suis. Ce que je ne savais pas, qui à mon âge, je pense que j'en doute, c'est pas certain, ok? C'est dans les journaux que j'ai appris que j'étais une femme soumise. C'est dans les journaux que j'ai appris que je suis dominée. C'est dans les journaux que j'ai appris que j'ai pas le droit de porter ce que je veux. C'est dans les journaux que j'ai appris comme quoi il y a une loi de l'omerta qui règne. Mais là, je suis en train de vous parler, par exemple. Ok? C'est pas mal. Pour aujourd'hui, vraiment, je vais m'arrêter là. La prochaine fois, je vais vraiment rentrer dans ce qui s'est dit au tribunal, ok? Je vais rentrer également dans les jugements avec la cour d'appel qui a lieu la première fois qu'on a arrêté le révérend puis on a relaxé. Avec cette fois-ci également, ce qui est vraiment très frais, très récent. Il était libéré le 3 mars. Je vais également rentrer sur les jugements des deux juges. Vous allez voir qu'il y a beaucoup à réfléchir. Vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de zones d'ombre. Fait que au revoir et à très bientôt.